Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vais vous parler de la philosophe Simone Veil, avec un W, à ne pas confondre avec Simone Veil avec un V, femme d'État française qui a été avant ça déportée à Auschwitz et qui est elle connue pour la loi Veil sur l'IVG. Donc aujourd'hui on va parler de Simone Veil avec un W, la philosophe française, que je trouve très intéressante et pas assez connue à mon goût. Je vais tenter de remédier à ce problème à mon échelle, donc si vous ne saviez pas qu'il existait deux Simone Veil, cet épisode est pour vous, et si vous le saviez, je vous invite à rester quand même, parce qu'elle est vraiment intéressante. Simone Veil est née le 3 février 1909 à Paris, dans une famille juive non pratiquante, et elle fut une grande philosophe du XXe siècle, et elle reste une grande philosophe évidemment. Dès l'âge de 6 ans, elle démontre son engagement en refusant de manger ses carrés de sucre pour les envoyer aux soldats au front. Cette conscience précoce de l'injustice et de la souffrance humaine va devenir le fil conducteur de sa vie. Après des études préparatoires, Hippocagne et Cagne à Henri IV, sous la tutelle du philosophe Alain, elle devient professeure agrégée de philosophie à seulement 22 ans. Elle vit à la campagne et s'implique aussi activement dans les mouvements syndicaux. Elle donne même ses tickets de rationnement aux plus démunis. En 1932, elle se rend en Allemagne pour comprendre la montée du nazisme, puis elle retourne en France. 2 ans plus tard, elle travaille dans une usine, en éprouvant elle-même les dures conditions de travail qu'elle décrit ensuite dans son journal d'usine. En 1936, bien qu'étant pacifiste, son désir de comprendre la guerre l'amène en Espagne, mais elle s'y blesse et rentre en France. Elle se positionne alors à contre-courant de la gauche de l'époque en s'opposant à une intervention en Espagne. Sur le plan religieux, bien que née dans une famille juive non pratiquante, comme on l'a dit, elle développe un intérêt profond pour le catholicisme, ce que nous aurons l'occasion de développer un peu plus tard dans l'épisode. En 1941, sous l'occupation nazie, elle fuit en zone libre avec sa famille et travaille dans les vignobles pour expérimenter le travail agricole. Plus tard, elle rejoint la résistance depuis Londres où elle écrit son œuvre majeure, L'Enracinement, dont on va parler aussi un peu plus tard, avant de mourir d'épuisement moral et physique, ainsi que de la tuberculose à l'âge de 34 ans, le 24 août 1943 à Ashford, en Angleterre. Sa vie fut marquée par la recherche de la vérité et de la compréhension par l'expérience, ainsi que par le dévouement envers les plus démunis. Maintenant que je vous ai présenté un petit peu sa vie, je vais vous parler de son œuvre, et pour cela, j'ai choisi 5 thèmes qui sont récurrents et assez importants chez Simone Veil. On va maintenant entrer dans son œuvre en nous penchant sur le paradoxe de la perception du travail chez Simone Veil. À 25 ans, elle écrit ce qu'elle considère comme sa grande œuvre, Réflexion sur les causes de la liberté et de l'oppression sociale, puis elle cherche à expérimenter ce fameux travail pour en saisir la dimension anthropologique et sortir du théorique. Son journal d'usine va relater une expérience marquante, horrible quoique brève, dans une usine qu'elle compare à l'esclavage. Elle décrit les effets dévastateurs de la fatigue, de la peur et de l'humiliation en soulignant la précarité causée par le travail ouvrier qui est aliénant. Paradoxalement, Simone Veil écrit à la toute fin de son ouvrage L'Enracinement « Il est facile de définir la place que doit occuper le travail physique dans une vie sociale bien ordonnée. Il doit en être le centre spirituel. » Ainsi, le travail doit pour elle être au centre de la vie spirituelle et sociale. Elle affirme que le travail bien organisé, non précaire, permet d'atteindre la liberté et d'aiguiser l'attention, qui correspond à la capacité à être réceptif à autre chose que soi-même. Pour elle, le travail provoque 2 types de souffrances distinctes. La première, qui est nécessaire, est due aux besoins vitaux, donc le besoin de se nourrir, le besoin de sécurité, etc. Et la deuxième, c'est celle qui résulte des rapports de force, donc la violence et le mépris, qui est donc une souffrance qui n'est pas nécessaire. Simone Veil soutient que le travail doit être un consentement à la nécessité, donc au premier type de souffrance, mais pas au second, qui correspond, lui, au travail aliénant. Ainsi, elle prône l'élimination des souffrances inutiles, tout en reconnaissant que le travail comporte inévitablement une part de souffrance saine, qu'il n'est ni réalisable ni souhaitable d'éliminer. Comme deuxième thème important abordé par Simone Veil, j'ai choisi
sa critique des partis politiques. Alors je vais commencer par une citation. Les partis sont un merveilleux mécanisme par la vertu duquel, dans toute l'étendue d'un pays, pas un esprit ne donne son attention à l'effort de discerner dans les affaires publiques le bien, la justice, la vérité. Cette citation, issue de la page 43 du court ouvrage Notes sur la suppression générale des partis politiques de Simone Weil, elle débute par une pointe d'ironie. Elle montre sa désapprobation face aux partis politiques. Donc on va d'abord se concentrer uniquement sur cette phrase. Dans cette citation, on voit bien que Simone Weil explique que dans un parti, on se concentre pour discerner ce qui est en accord avec le parti et ce qui ne l'est pas afin de pouvoir s'y conformer. Et donc ça prend toute notre attention et on ne peut pas se concentrer parallèlement sur le discernement du bien. De plus, ne pas respecter le bien, la justice et la vérité n'implique pas de sanctions, alors qu'au sein d'un parti, déroger à la ligne du parti est susceptible de provoquer un rejet ou des sanctions. Et donc, dans son ouvrage, la philosophe explique que le système des partis politiques pose problème. Elle se positionne contre l'opinion commune selon laquelle la pluralité des partis empêche l'apparition du totalitarisme et elle affirme qu'ils sont le germe de celui-ci. Un parti désigne une organisation rassemblant des personnes ayant des idées similaires et visant l'accès au pouvoir. À partir de cette définition, Simone Weil critique deux éléments. Tout d'abord, l'idée d'homogénéité des idées, qui est impossible dans les faits, et qui pousse à renoncer à son opinion propre pour ne pas être considéré comme dissident et mettre en périple l'unité, l'autorité et la crédibilité du parti. On accepte alors d'approuver des idées pour leur provenance et non pas en fonction de notre jugement arbitraire. En effet, Simone Weil explique qu'en adhérant à un parti, on ne peut pas avoir étudié toutes les positions de ce parti face à tous les sujets. On les découvre au fur et à mesure et quand on les découvre, on les accepte et on les suit sans se poser de questions. En fin de compte, le parti tend vers l'élimination de l'esprit critique. Mais le discernement qu'évoque Simone Weil dans la citation ne s'arrête pas ici. La quête du pouvoir du parti constitue un autre problème parce qu'il doit pour cela gagner en importance. Le pouvoir et la croissance deviennent alors le but du parti. Ainsi, le parti n'est pas un moyen d'accéder au bien commun, mais c'est une fin en soi qui évince totalement le bien commun, défini par Platon et Simone Weil comme la justice, qui correspond au bien moral, et la vérité, qui correspond au bien de la pensée. Pour elle, le parti ne mène qu'à des actions et décisions contraires au bien public, à la justice et à la vérité. Ainsi, elle écrit que, d'une manière générale, un examen attentif ne semble laisser voir à aucun égard aucun inconvénient d'aucune espèce attaché à la suppression des partis. Fin de citation. En gros, on se porterait mieux sans eux et ils ne nous manqueraient surtout pas. Mais alors, que propose-t-elle à la place ? Vous vous êtes peut-être dit en m'écoutant que si c'était si simple et si bénéfique de les supprimer, on l'aurait déjà fait depuis longtemps. Simone Weil aussi a anticipé cette réaction et elle répond que, pourtant, généralement, les grandes choses sont faciles et simples. Elle propose des associations et dissociations mouvantes des élus en fonction de leurs accords et désaccords sur différents sujets, ce qui serait bien plus bénéfique qu'une étiquette sans réelle signification à laquelle on associe souvent beaucoup de préjugés. On a donc pas mal d'arguments intéressants pour la suppression des partis politiques, mais Simone Weil aborde et critique aussi dans son livre un système plus large, celui de notre pensée. Je vais vous lire un passage que j'ai trouvé particulièrement parlant. Même dans les écoles, on ne sait plus stimuler autrement la pensée des enfants qu'en les invitant à prendre parti pour ou contre. On leur cite une phrase de grand auteur et on leur dit « Êtes-vous d'accord ou non ? Développez vos arguments ». À l'examen, les malheureux, devant avoir fini leur dissertation au bout de 3 heures, ne peuvent passer plus de 5 minutes à se demander s'ils sont d'accord. Et il serait si facile de leur dire « Méditez ce texte et exprimez les réflexions qui vous viennent à l'esprit ». Voilà, je finis sur ça pour la partie de cette œuvre seulement, l'épisode n'est pas fini. Mais je vous laisse réfléchir sur ce que vous préféreriez comme exercice de dissertation entre ce qu'on nous donne à l'école et la proposition de Simone Weil. Je ferme la parenthèse, je vous laisse m'écrire en commentaire de l'épisode votre avis sur ce sujet. Bien sûr, je ne vais pas créer de sondage où on peut répondre oui ou non sur cette question. J'ai bien retenu la leçon de Simone Weil, mais en tout cas, ça m'intéresse d'avoir votre point de vue. Donc allez-y, vous avez évidemment le droit d'être nuancé et de lancer de nouvelles idées. Je vais maintenant vous parler de la vision particulière de la force qu'a Simone Weil, une force comme objectification d'autrui. Dans son essai L'Iliade ou le poème de la force, paru dans la revue Politics en 1945, Simone Weil expose une réflexion sur l'épopée de l'Iliade et sur l'usage de la force qu'on y voit. Cette force est pour elle le centre de l'ouvrage.
Dès la première page de l'essai, on peut lire « La force, c'est ce qui fait de quiconque lui est soumis une chose. Quand elle s'exerce jusqu'au bout, elle fait de l'homme une chose au sens le plus littéral, car elle en fait un cadavre. » Nous allons ici expliquer un petit peu cette citation. D'abord, il est intéressant de noter que Simone Weil donne de la force une définition proche de celle de violence, car la force a pour elle la possibilité de tuer, elle l'écrase. Mais plus encore, la force, c'est l'objectification de l'homme. On ne peut traiter l'ennemi comme on le veut que si on le considère comme un objet. Il n'y a plus d'empathie possible puisqu'on ôte le caractère humain de celui qui nous fait face. On le déshumanise pour pouvoir lui faire du mal. Cela passe notamment dans l'Iliade par la désacralisation des corps humains. L'homme mort n'est plus un humain mais un objet. Pour autant, la force ne constitue pas une arme pour celui qui la manipule et la possède. Elle représente un danger qui enivre et qui objectifie aussi son possesseur. En effet, étant imperméable à la compassion pour sa victime, l'utilisateur de la force est déshumanisé, tel un robot qui, au lieu de contrôler la force, se laisse contrôler par elle. Comme quatrième point, j'ai décidé de vous parler de l'éveil de la foi de Simone Weil. Donc on l'a dit, elle vient d'une famille juive non pratiquante, mais elle se convertit au christianisme à 27 ans, parce que c'est pour elle la seule religion dans laquelle elle pouvait se reconnaître. Donc c'est pour elle la religion de ceux qui souffrent, des esclaves. Son œuvre La pesanteur et la grâce, qui est un recueil de ses pensées sur plusieurs thèmes, est un plaidoyer pour la décréation. Pour elle, on peut empêcher le malheur en renonçant à être quelque chose. Il faut donc, selon Simone Weil, faire le vide, se délester de la pesanteur du moi. On remarque ici un premier lien avec le christianisme, où s'abandonner à Dieu est primordial. La solution serait donc, pour Simone Weil, d'exprimer sa liberté en agissant pour la justice avec générosité, sans espérer en retour. On remarque ici encore une valeur chrétienne. Elle écrit dans La pesanteur et la grâce: « La vie digne nous commande de nous lancer dans la quête du vrai et du beau, d'être attentif à ce qu'on ne comprend pas et qui pourtant existe. » Cela traduit la soif de vérité de Simone Weil, qu'on a pu remarquer tout au long de sa vie, mais on peut aussi voir dans la seconde partie de la phrase une référence à la foi, au mystère, ce qu'on ne comprend pas et qui pourtant existe dans la foi. Elle écrit ses intuitions pré-chrétiennes dans le recueil qui porte ce titre, qui n'a pas été donné par Simone Weil, mais choisi ensuite en fonction de son contenu, parce qu'il a été publié post-mortem. Elle raconte par exemple avoir été très émue par une procession de femmes catholiques, puis en 1937, alors qu'elle se trouve à Assise, en Italie, elle dit être émerveillée par l'architecture des monuments religieux et sent une force qui l'oblige à se mettre à genoux. En 1938, elle lit le poème Love de George Herbert et dit avoir une révélation mystique. Je vais vous lire une version française du poème. « L'amour m'ouvrit la porte, mon âme recula, se sentant sale et pécheresse. Mais l'amour clairvoyant, me voyant hésiter sur le seuil, se rapprocha de moi et me demanda doucement si quelque chose me manquait. « Un invité, répondis-je, digne d'entrer ici. »« Ce sera toi, dit l'amour. »« Moi ? Le sans-cœur, l'ingrat ? Oh, mon aimé, je ne puis même pas te regarder dans les yeux. » L'amour prit ma main et reprit en souriant. « Qui donc fit les yeux, sinon moi ? » C'est vrai, Seigneur, mais j'ai souillé les miens. Que ma honte s'en aille là où elle mérite. Ne sais-tu pas, dit l'amour, qui a porté la faute ? Mon bien-aimé, alors je te servirai. Il te faut t'asseoir, dit l'amour, et goûter à ma chair. Alors je m'assis et mangeai. Donc voilà ce poème représentant la foi chrétienne qui a tant ému Simone Weil. Mais toutefois, malgré ces révélations, Simone Weil ne se fait pas baptiser parce que c'est pour elle synonyme de se coller une étiquette. Elle est à la recherche de la pureté et de la vérité, ce qu'incarne une relation avec Dieu, et donc cela ne doit pas mener à l'intégration d'un système politique et idéologique, ce qu'elle voit dans l'Église. Et enfin, on s'attaque à un sujet central chez Simone Weil, la question du travail et de ses conséquences sur les travailleurs. Donc on a vu tout à l'heure qu'il y avait deux types en fait, de souffrances liées au travail, une souffrance saine et une souffrance malsaine qui était liée au travail aliénant.
Et donc c'est à ce type de travail-là qu'on va s'intéresser. Et on va aussi s'intéresser à l'enracinement qui est empêché par le travail aliénant. On va se demander, pour traiter ce thème, comment le travail peut empêcher les travailleurs d'assouvir leurs besoins, alors qu'on nous dit plutôt que le travail sert à se nourrir et donc à assouvir nos besoins. Nous allons voir quel type de travail est concerné et surtout quel type de besoin Simone Weil évoque. Donc Simone Weil s'appuie sur son expérience personnelle et son engagement pour comprendre la condition ouvrière. Dans les années 1930, qui est une période marquée par l'industrialisation et la montée du chômage, suite à la crise de 1929, elle souhaite comprendre les conditions de travail des ouvriers, mais elle attend 1934 pour entrer à l'usine, afin de ne pas prendre la place d'un ouvrier qui aurait besoin de cet emploi. Pour elle, ces ouvriers sont exposés au malheur, qui est pour elle une notion très vaste, désignant un état souffrant qui dépasse la détresse matérielle. C'est pour elle une expérience de la destruction des conditions humaines, une perte de la capacité de communication qui enferme dans le silence. À cette période, la colère des ouvriers opprimés par le patronat s'intensifie en menant à des mouvements sociaux comme la grève de juin 1936. Simone Weil s'inscrit dans une pensée socialiste qui condamne les inégalités sociales et l'exploitation de l'homme par l'homme, s'opposant ainsi au taylorisme et au fordisme qui ont plutôt tendance à déshumaniser le travail. Elle dénonce, dans La condition ouvrière, les conditions de travail aliénantes qui épuisent le corps et qui empêchent l'esprit de s'évader. Elle observe que les ouvriers sont soumis à une cadence effrénée, réduits à l'état d'objet au service de la production, isolés et contraints de refouler leurs émotions pour maintenir leur productivité. Le terme de cadence est d'ailleurs important pour la philosophe parce que pour elle, la cadence c'est l'inversement du rapport entre la machine et l'homme. L'homme se voit imposer son rythme de travail par la machine. Avant l'industrialisation et l'organisation scientifique du travail, les ouvriers étaient moins productifs mais plus heureux. Après ces innovations, la productivité croît au détriment des ouvriers qui s'épuisent à la tâche. Malgré ces conditions, que Weil qualifie d'esclavage, les ouvriers tiennent à leur emploi et vivent chaque jour avec la peur de le perdre pour la seule raison qu'ils ont besoin de leur salaire, bien que celui-ci soit médiocre. Ainsi, leur travail a pour unique fonction de leur permettre d'assouvir leurs besoins vitaux, physiques, comme se nourrir par exemple. Mais pour Simone Weil, ce travail aliénant ne répond pas aux besoins de l'âme, dont le plus important est l'enracinement. L'enracinement est d'ailleurs le titre d'un autre de ses ouvrages majeurs, rédigé à Londres et publié en 1949 de manière posthume par Albert Camus, qui le qualifiera, comme Hannah Arendt, d'un des livres les plus lucides sur la civilisation. Pour Weil, l'enracinement est une participation réelle au milieu qui nous entoure. On observe qu'elle utilise milieu au pluriel, ce qui signifie que ceux-ci ne correspondent pas seulement à notre environnement spatial, mais aussi à notre temps, notre culture, notre patrie, etc. Pour elle, l'enracinement, c'est une obligation éternelle de l'homme envers lui-même et les autres hommes. Elle écrit d'ailleurs dans Les besoins de l'âme, « Un homme, considéré en lui-même, a seulement des devoirs, parmi lesquels se trouvent certains devoirs envers lui-même. » En effet, pour la philosophe, la notion d'obligation prime sur celle de droit, qui est trop individualiste et formelle selon elle. Elle désigne donc par ses devoirs envers lui-même l'enracinement et ses composantes, telles que l'ordre, la liberté, l'obéissance, la responsabilité, l'égalité, l'honneur, la vérité et le châtiment. Ce dernier élément peut paraître curieux, mais il a pour Simone Weil la fonction, s'il est juste, d'éveiller un sentiment de justice. L'enracinement touche plus largement les métaxous, M-E-T-A-X-U, qui sont pour elle les vrais biens terrestres. On y retrouve notamment le foyer, la patrie, les traditions, la culture, etc., qui mènent à penser que l'enracinement se rapproche du terme actuel d'appartenance. Pour Simone Weil, ces biens réchauffent l'âme humaine et sans eux, il n'y a pas de véritable vie humaine. Or, le travail aliénant, comme on l'a vu, n'apporte pas ces éléments nécessaires parce qu'il isole et rend malheureux. Cette aliénation conduit à un non-respect des limites du corps et de l'esprit, engendrant de la honte, de la souffrance et menant finalement à une indifférence et une inattention. C'est d'ailleurs là un point de dissonance avec Marx, que Weil admire beaucoup, pour qui les conditions oppressives mènent à la révolte. Pour Simone Weil, cette situation est rare et ces conditions poussent surtout les ouvriers à la soumission. C'est pour cela que lorsque les syndicats prônent parfois une révolution violente, elle soutient que celle-ci n'apporterait pas de véritable changement, voire empirerait la situation. Elle propose des pistes pour améliorer la situation, notamment l'établissement d'un dialogue social et la réduction des inégalités.
Elle appelle à faire un bon usage de la science pour créer des machines qui soulagent le travail des ouvriers et lui donnent un sens. Elle souligne également l'importance de reconnaître la beauté du travail qui peut devenir épanouissant si on en perçoit la valeur. Si le travail ne permet pas l'enracinement, Weil explique que celui-ci pousse même au déracinement. À l'inverse de l'enracinement, cette notion est décrite comme, je cite, « de loin la plus dangereuse des maladies des sociétés humaines », toujours dans son œuvre L'enracinement. Il s'agit de s'arracher à ses racines et ce phénomène touche particulièrement la classe ouvrière et le monde paysan, même si l'entièreté de la nation française est concernée. On observe notamment le rôle néfaste de l'importance accordée à l'argent, les influences étrangères et le détachement du passé chez les paysans et ouvriers. En conclusion, l'œuvre de Simone Weil nous invite à repenser le travail et ses conditions parce qu'une augmentation des salaires ne pourrait en aucun cas surmonter le problème de déracinement initié par l'Organisation scientifique du travail. Elle met en lumière les dangers de l'aliénation et du déracinement tout en invitant chacun à se positionner pour construire une société plus juste et plus humaine. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté, j'espère que l'épisode vous a plu. Vous pouvez me donner votre avis et vos suggestions en commentaire ou sur Instagram. Mon Instagram c'est Au fil des mots, qui s'écrit bien avec PH. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée ou encore une bonne nuit. Et je vous dis au prochain épisode. D'ailleurs, n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas le rater.